attaquer. On est un peu loin, hein, il y a une grande distance, et puis en plus avec ceux qui se sont mis loin, donc il y a encore une plus grande distance. Donc il y a toujours de la place devant pour qui veut. Donc bonsoir, merci d'être là pour cette conférence un peu particulière, puisqu'on invite souvent des architectes ou des gens qui sont dans notre discipline de façon assez directe et peut-être plus évidente, encore que quand on voit l'image qui est derrière moi, on voit bien que on est quand même dans notre domaine. Donc on a invité Didier Graffet, qui est illustrateur, pour dire les choses simplement, mais comme il va se présenter, une bonne partie de la conférence va être sur le... il va se présenter et raconter qui il est et comment il est arrivé au travail qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fait exactement comme travail. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voulais juste dire que cette conférence est en lien avec les Imaginales à Épinal, donc le grand festival sur l'imaginaire, on pourrait dire d'une façon un peu générale, qui démarre ces jours-ci, qui démarre donc les Imaginales dans lesquelles l'école est pas mal investie, à travers des ateliers, des décors, des expositions, des interventions. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur le site des Imaginales ou sur le site de l'école d'architecture. Et puis l'autre partenaire de cette conférence, c'est la galerie Maguen à Paris, qui est une galerie spécialisée dans l'illustration, donc vraiment qui est la galerie de l'illustration en France, on pourrait dire. Et BD. Et bande dessinée. Voilà, bande dessinée, illustration. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait ce partenariat avec Maguen et les Imaginales. L'année dernière, c'était Laurent Gapaillard qui était là. Et aujourd'hui, c'est Didier Graffet, donc qui vient de Caen, là, il vient de me rappeler ça. Donc il est d'un autre bout de la France, on pourrait dire. Et il part, après sa conférence, directement à Épinal pour participer aux Imaginales. Donc voilà, alors pourquoi un illustrateur chez nous, chez nous à l'école d'architecture? Déjà parce que les architectes, les étudiants d'architecture dessinent. On est souvent, voilà, on nous renvoie souvent à cette activité de dessinateur. On dessine nos projets, on les imagine, on les dessine. Donc il y a quelque chose évidemment qui se croise. Il y a aussi quelque chose qui se croise, évidemment, c'est sur l'imaginaire. Voilà, l'architecte répond à un programme, à une commande, et il travaille à partir du terrain, à partir de son cahier des charges et à partir de son imaginaire qui doit alimenter, interroger. Et pour ça, il faut travailler. C'est pas inné et ça n'est pas. Voilà, ça se travaille l'imaginaire et ça se travaille notamment en regardant de l'architecture, mais en regardant autre chose, en étant hors champ et en regardant des travaux comme ceux de Didier Graffet. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous montre son imaginaire, qu'il nous l'explique, qu'il nous explique comment il fait, aussi au point de vue technique. Donc là, il nous a aussi amené ses dernières publications et quelques croquis crayonnés qu'on pourra regarder de façon plus informelle à la fin de la conférence. Donc voilà un peu le programme. Alors je vais rester à la table. C'est Didier Graffet qui est invité, qui va parler. Et puis, ça ne sera pas un dialogue, mais disons que je ne le laisse pas tout seul face à la salle. Le principe, c'est que je ne parle pas que de mon boulot, mais que j'ai, pourquoi pas, quelques questions qui viennent s'ajouter à ce que je vais dire et qui puissent me relancer un petit peu, plutôt que de parler de mon travail. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Voilà. Donc, peut-être des questions plus en lien avec le métier d'architecte ou du moins de professorat d'architecture. C'est improvisé, on verra selon un peu les images, les propos, et puis évidemment vous pouvez, à la fin de la conférence, traditionnellement c'est les questions, mais là on peut faire ça de façon plus informelle si vous voulez, et intervenir aussi si nécessaire ou en cas de questions qui émergent ou de réactions. Donc voilà, on va s'installer, on va s'asseoir. Oui, plus ça ne vous dérange pas. Et donc, Didier, je vous laisse la parole. Et puis, la première partie, on a un peu travaillé sur cette conférence. Donc, a priori, une conférence en 3 parties ou une intervention en 3 parties. Le parcours, donc Didier va nous expliquer son parcours, comment il l'a construit, comment il s'est construit, le parcours et lui.
Ensuite, peut-être une présentation un peu didactique sur la fabrication du dessin. Et la troisième partie serait sur l'univers personnel de Didier Graffet, voilà, comment il l'alimente, comment il le constitue, comment il le fabrique. Voilà, donc Didier, votre parcours, Bonjour, merci d'être venu. Alors moi, mon parcours, alors je suis né en 70, donc j'ai fait mes études, à l'époque il y avait encore un bac à 3, qui n'existe plus maintenant. Alors c'était du littéraire, art plastique, et j'avais pris pour le bac tout ce qui était histoire de l'art et art plastique. Donc c'est vrai que j'avais une formation en histoire de l'art. Je pense que peut-être que quelques étudiants d'architecture en ont eu, ou la plupart j'espère, parce que c'est important. Donc j'ai passé un bac à 3. Par la suite, j'ai fait de la publicité pendant quelques temps. Je suis même rentré à l'école du Perret à Paris, et puis ça ne me plaisait pas. Je suis parti au bout de 3 semaines. J'avais réussi le concours, et puis finalement, j'ai décidé de partir parce que l'enseignement me paraissait un peu trop abstrait. Donc du coup, je me suis dit, là, ma première année est fichue, entre guillemets, qu'est-ce que je fais? Je suis rentré dans une boîte de pub, et au bout de 6 mois, je suis parti parce que vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas pour plusieurs raisons. C'était le lien entre les gens là. Et c'est vrai que dans ces années-là, les années 80, il y avait plein de petites boîtes de pub qui se créaient. C'était une ambiance qui n'était pas forcément terrible. Je pense que, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais c'était les années Séguéla et compagnie. Donc j'ai repris mes études en fait à l'école Émile Coll à Lyon, qui est une école d'illustration, de bande dessinée et de dessin animé. Alors tout ce qui était animation, c'était du traditionnel parce que le numérique était relativement débutant. On travaillait sur des Amiga 500, donc il y avait 500 kg de mémoire, vous imaginez, pour faire 12 images secondes, c'est le temps qu'il faut, et le rebootage permanent des disquettes, parce qu'il y avait que des disquettes. Donc voilà. Par la suite, il y a eu l'armée, bref, ça n'existe plus. Et puis j'ai réessayé de travailler dans une boîte de publicité, et finalement je me suis mis en indépendant juste derrière, avec toutes les interrogations qui allaient avec. Est-ce que j'allais m'en sortir? Est-ce que j'allais vivre de ça? Est-ce que voilà. Alors le principe au début, c'était pas d'envoyer un fichier numérique vu que ça n'existait pas. Je prenais des photos, des photographies de mes travaux et j'envoyais tout ça dans des enveloppes. J'ai dû envoyer une vingtaine de photos à une vingtaine de personnes. J'ai eu une réponse qui était une maison de jeux de rôle à l'époque. C'était Casus Belli, c'était un magazine qui faisait du jeu de rôle. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'univers fantastique. Pas l'heroic fantasy, pas la science-fiction, mais le fantastique. En fait, c'était un univers beaucoup plus large que je voulais pas être vraiment mis dans une case, en fait. Mais le jeu de rôle, à l'époque, permettait ça, parce qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, on est dans une société où l'heroic fantasy et la science-fiction sont partout. Dans la publicité, on voit ça. En plus, avec le développement du numérique, ça a été exponentiel. Mais il n'y avait pas ça. Et il y avait 3-4 éditeurs en fait, à Paris qui faisaient ça. Donc j'ai travaillé pour eux à ce moment-là. Mais il y avait tout à faire. Voilà, donc ça c'est mon début de métier d'illustrateur. Je me souviens du premier boulot que j'ai eu à faire. Je pense que ce sera pareil pour certains étudiants. De se poser plein de questions, de se demander si le contrat va être rempli. J'ai passé 2 nuits dessus. Enfin bref, j'étais assez angoissé par ça. Et puis finalement, ça a débuté comme ça. Puis petit à petit, les contacts se sont créés avec d'autres personnes. C'est vrai que quand j'ai commencé, je connaissais personne dans ce milieu-là. Venant en plus de la campagne, voilà, c'est vrai que c'était pas des métiers très très connus en plus. Quand je disais aux gens, je fais du dessin, les gens me disaient, mais ouais, tu fais de la BD? Ben non, je fais pas de BD, je fais de l'illustration. Ou tu fais du dessin industriel? Non, je fais pas de dessin industriel. Pour eux, c'était voilà. Aujourd'hui, on est dans un univers un petit peu plus ludique quand même.
Il y a la BD, il y a l'illustration, il y a le jeu vidéo qui sont développés. Et donc c'est des métiers. D'ailleurs, on voit beaucoup aujourd'hui de futurs peut-être illustrateurs qui essayent de travailler. Il y a beaucoup de monde. Tous ces métiers du dessin et de la création se sont beaucoup développés depuis 25 ans. Par la suite, nous étions sur Paris avec mon épouse et on a décidé de repartir en province parce que j'avais suffisamment de boulot et puis finalement c'était plus pratique pour beaucoup de choses. Puis au bout de 3 mois, j'avais plus de boulot parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, les liens qu'on peut avoir aujourd'hui, entre guillemets, qui sont peut-être un peu virtuels, mais il y a quand même un lien, un contact par Internet. Donc par la suite, au bout de 3 mois, je me suis posé la question, je suis reparti à Paris tout seul et ça a relancé tout. Je dis ça parce que je pense que le fait d'être physiquement présent dans des vernissages, au contact des éditeurs, c'est quand même hyper important, surtout aujourd'hui où on a beaucoup de dématérialisation. C'est pas le tout d'être copain sur Facebook, ouais on est là, mais on se voit jamais quoi. Donc le fait d'être sur place, ça m'a relancé mon métier. Je pense que si j'avais pas fait ce choix-là, qui était difficile à ce moment-là, qui était difficile même financièrement, parce qu'on avait 2 loyers finalement, et moi pas de boulot pratiquement, je pense que j'aurais certainement arrêté mon métier, ou du moins j'aurais peut-être fait autre chose par dépit, j'aurais pas voulu le faire à moitié en fait. Et donc ça m'a permis de tout relancer. Je dis ça aussi parce que parfois il faut un peu rebattre les cartes, se dire bon, là j'en suis là, il se passe pas grand chose, qu'est-ce que je fais? Il faut pas hésiter à partir à l'étranger si on a une proposition, voilà, faut pas hésiter à bouger. Ce que je dis à mes enfants aujourd'hui, je dis tu sais, si tu as une proposition qui t'intéresse là, nous on fera tout pour que tu puisses y aller quoi. Et puis donc ça a relancé beaucoup de choses et j'ai eu des éditeurs comme les éditions Grund pour lesquels j'avais travaillé sur 20 milieux sous les mers, qui était un livre illustré. Et là ça a été mon premier vraiment gros boulot, je dirais personnel, un peu plus personnel déjà que les petites couvertures que je faisais à côté, choses comme ça. J'avais une grande liberté et c'était un éditeur un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que lui vraiment il faisait du livre. Aujourd'hui il y a beaucoup d'éditeurs qui font de la production de livres, mais ils ne savent pas trop, ils ne soutiennent pas vraiment les auteurs parfois. Et ils pourraient vendre des chaussures, ce serait pareil. Alors heureusement ils ne sont pas tous comme ça, mais les très gros des fois sont un peu... Voilà. Donc j'ai connu en fait cette période-là où vraiment les éditions étaient même... faisaient un peu plus confiance aux auteurs et finalement il y avait moins cet aspect de la réussite à tout prix parce que aujourd'hui c'est tellement tendu que voilà, ils sont très... ils ont un peu la trouille quoi. Donc du coup il y a beaucoup de bouquins qui sortent, mais il y a peu de livres qui vraiment émergent en fait. Ils font de la production de masse. Voilà, c'est le principe actuel de beaucoup de choses d'ailleurs. Et donc voilà. Et puis je pense aujourd'hui qu'avec le temps finalement la collaboration, la meilleure collaboration possible c'est quand on la fait sur le temps. C'est-à-dire qu'un éditeur vous connaît bien, il connaît vos capacités, vous savez ce qu'il attend de vous. En même temps il peut vous dire les choses clairement. Quand ça ne va pas, il vous remet en question un petit peu, donc ça c'est pas mal aussi. C'est tout le problème de travailler tout seul chez soi, c'est que il faut vraiment gamberger de temps en temps parce que sinon on se laisse aller, surtout quand on est en plus en province et pas à Paris, comme moi. Il faut toujours se dire, bon, est-ce que là je suis dans le meilleur de ce que je peux faire ou est-ce que je suis un peu en deçà? Moi c'est ma manière de procéder. Si je dois passer 5 heures, 6 heures, une journée ou 2 de plus sur une couverture parce que j'estime qu'il manque un truc et que j'ai pas trouvé exactement ce que c'était, je le fais. C'est pas une question de temps en fait. Le temps n'est pas important, le tout c'est que le résultat soit là. Donc déjà il y a trois conseils aux futurs, aux jeunes, c'est-à-dire faire du réseau, aller dans les vernissages, c'est ça. Enfin, en gros, c'est ce que ça veut dire, aller rencontrer ses pairs. Oui, après ça c'est vrai. Et à côté, effectivement, tout ce qui est Twitter, ce que vous voulez, ça vous le développez. Moi, je le fais pas. C'est un de mes torts. Je fais pas de com à ce niveau-là. Je la laisse faire par les autres parce que voilà, c'est comme ça. J'ai pas été, j'y arrive pas. Ou alors je le fais un petit peu sur Facebook, mais mes enfants me disent que c'est pour les vieux, donc. Facebook, c'est pour les vieux, il paraît. Hein, voilà, donc du réseau physique, pas du réseau virtuel. Enfin, les deux se complètent.
et sont nécessaires. Le deuxième, c'était la mobilité, être prêt à bouger. Et ça, quand on est à Nancy, je crois qu'il faut en être assez convaincu, puisque quand, en particulier en architecture, parce qu'il y a beaucoup d'architectes, c'est une ville où il y a une densité d'architectes assez forte due à l'école. Et puis le troisième conseil, c'était de faire bien son boulot et de penser au coup d'après en faisant le mieux possible. Voilà. Et ça, c'est effectivement ce qu'on retrouve dans les problématiques qu'on retrouve dans nos agences. On n'a pas des métiers qui se calculent à l'heure, même si on essaye d'être efficace, évidemment. Et quand il faut passer un peu plus d'heures, on y va, quoi. Après, je pense qu'il y a une différence quand on est salarié, effectivement, ou indépendant. Quand on est indépendant, voilà. Aujourd'hui, je travaillais un peu moins quand même qu'à mes débuts, il y a 25 ans. Mais je faisais des journées de 12 heures, ça ne me posait pas de problème. Mais j'avais moins de contraintes autour aussi, il n'y avait pas tout le reste, la vie de famille et tout ça. Et je savais que c'était le prix à payer pour vraiment pour être présent, quoi. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand je vais chez un libraire, je regarde s'il y a au moins 2-3 couvertures que j'ai faites qui sont présentes. C'est une espèce de baromètre personnel pour voir si je suis encore là ou pas. Et l'idée de s'entourer de collaboration, de collaborateurs, on sait que certains ont des coloristes Alors après, moi, les collaborateurs, ça va être plus des gens qui sont dans l'édition. Ça va être la couleur, tout ça, non. Ça, c'est moi qui fais ça. Quand j'ai commencé mon activité, pour gagner sa vie, il fallait faire de la couleur. Parce que vous faisiez du noir et blanc, ça payait pas, quoi. Et une image noir et blanc, c'était 4 fois moins bien payé qu'une image en couleur. Donc il fallait faire de la peinture. Il n'y avait pas de numérique, donc on faisait de la peinture. C'est pour ça que moi je suis resté fidèle aussi à la peinture. Je fais aussi du numérique pour les couvertures aujourd'hui, parce qu'il y a une telle accélération dans le rythme. Et ça permet quand même une flexibilité d'exécution voilà, qui est beaucoup plus pratique. Alors qu'une peinture, une fois qu'elle est faite, pour revenir dessus, on peut, mais c'est compliqué, quoi. Donc voilà, mais je ne sais plus quelle était la question, sur quoi j'avais rebondi, peu importe. Mais bon, le numérique n'est qu'un outil, quoi. C'est un outil. Je pense qu'aujourd'hui, il y a... J'ai été jury plusieurs fois dans une école d'illustration à Nantes, et je me suis rendu compte au fil des années que les élèves qui sortaient ne savaient plus trop choisir entre le numérique et la peinture. Ils avaient envie de faire de la peinture parce que pour eux, c'était, entre guillemets... c'était très artistique. On fait de la peinture, on est un artiste, voilà. Par contre, à côté, quand ils devaient passer leur diplôme, ils étaient un peu dépassés et ils choisissaient souvent de revenir sur le numérique parce que ça permettait d'avoir des résultats plus beaux. Il y a 16 millions de couleurs, ça coûte moins cher aussi, quelque part. Parce que quand il faut acheter les tubes de peinture, quand on a 20 ans, c'est compliqué. Et du coup, ils étaient un peu paumés, quoi. Alors ils faisaient des captures d'écran, beaucoup. Moi, je reconnaissais tout plein de films que j'ai dans mes références. Il y a une fille notamment qui avait travaillé sur le XVIIIe siècle. Elle avait pris tous les films qui traitaient de cette époque-là, entre Barry Lyndon. Voilà. J'avais reconnu pas mal de références que j'avais. Et donc voilà. Ceci dit, le numérique est un outil. On peut s'en servir aussi comme ça. Mais il faut essayer d'avoir une vision un peu plus personnelle, peut-être. Mais bon, ça aide. Voilà. Je vais essayer de faire démarrer le... Ouais. Je sais pas, on m'avait dit d'appuyer. Là, je vous laisse regarder. Normalement, ça va. En fait, si vous voulez, j'ai essayé de structurer un peu ma façon de penser quand je travaille. C'est-à-dire que je me rends compte aujourd'hui avec ce que vous voyez là, qu'il y a énormément d'éléments en fait qui font partie de mon passé, parce que c'était un peu le thème que je vais vous développer, mais c'était pas de manière formelle. C'est-à-dire que il y a des choses que j'aime dans ma vie et je suis resté fidèle à ça depuis très longtemps. Que ce soit la Bretagne, l'Écosse, la Normandie, évidemment où j'habite.
des sensations de paysage, des choses comme ça, beaucoup de paysages. Et en fait, ce livre, bon là il y a pas mal d'images extraites de ce livre-là, sont des choses qui m'intéressent. Là on va pouvoir voir, si je mets sur pause, par exemple, je pense que ça va marcher. On a de l'architecture, ok, 19e, un petit peu, bon, un petit peu Art Nouveau aussi sur les piliers. Un petit côté un peu japonisant. Là on le voit pas bien, mais il y a des arbres en fait. Donc en fait on a toujours un peu cette résonance entre les sujets que j'aime bien, enfin tous les thèmes. On a la nature, on a aussi la ville. L'architecture qui est assez structurée, et puis cette espèce d'évasion par les arbres. Même si c'est une tapisserie ou une peinture qui est sur le mur. On a ces personnages qui sont qui sont là en tant que spectateurs. J'ai appelé le tableau entracte d'ailleurs. C'était une espèce de pause dans leur vie urbaine. Et on a ces personnages qui sont en train de regarder un espèce de spectacle. On a des machines aussi. Alors ça, pourquoi? Moi, j'ai quelques explications sur pourquoi j'aime les machines. Je sais que chez mes grands-parents, il y avait un tracteur qui traînait dans les hautes herbes, qui était un peu tout pourri. Là, et je me mettais dessus souvent j'avais l'impression d'être sur un vaisseau spatial. Donc voilà, on a tous ces éléments-là. Donc moi, si vous voulez, sur chaque image, je peux vous raconter pourquoi j'ai fait ça. Je le sais. Je le sais d'une manière peut-être un peu inconsciente quand je le travaille, mais je le sais foncièrement par rapport à tout mon vécu. Donc c'était un petit peu le sujet aussi de cette conférence, entre guillemets. C'était comment notre vécu, nos interrogations finalement influent sur notre création. Je pense que c'est important aussi de se poser ces questions-là. Je vois avec mes enfants, je vais vous parler beaucoup d'eux parce qu'en fait c'est une espèce de référence. Moi, ils me servent de référence. Je vois un peu comment ils fonctionnent aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'ils partent vraiment d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils regardent tout ce qui se fait aujourd'hui, et ils partent de là, mais ils ont peu de références. Moi, je leur en donne, hein, mais ils essayent pas trop de regarder ce qu'il y avait avant. Ils regardent vraiment ce qui commence aujourd'hui. Et ils ont l'impression que tout leur est possible avec tout ça. Donc j'essaie de les ouvrir au cinéma, à la littérature un petit peu, à la musique. Enfin, voilà. Après, il y a quelques ponts qui se font aujourd'hui avec des films qui ressortent comme, je sais pas moi, Bohemian Rhapsody sur Queen, et qui fait que ils écoutaient ça dans la voiture, mais ils voient que c'était une époque, mais ils regrettent aussi cette époque-là finalement. Ils voient des choses qu'ils auraient pu aimer. Mais si on vient à la dimension professionnelle, vous partez des choses que vous aimez, hein, je pars des choses que j'aime, les machines, etc. Mais vous avez des commanditaires, vous n'êtes pas un artiste. Voilà, donc comment on croise ces choses-là? Est-ce qu'on croise ça avec par n'importe quel commanditaire, ou est-ce qu'on vous réussissez à distordre la commande pour arriver sur votre univers, ou... Alors, oui, alors il se trouve que ces images-là sont tirées d'un livre, qui est un livre que j'ai fait de manière libre. C'est-à-dire que faisant de l'illustration de texte, j'en ai un exemple avec là j'avais illustré par exemple un calendrier pour le Trône de Fer il y a 2 ans, avec des Américains, basé sur le texte. Donc j'ai ramené qu'une partie, parce que j'en ai, voilà, vous voyez, mon boulot c'est aussi ça, ça peut être là je les mettais les unes à côté des autres, puis à la fin je les ai collées, parce que j'en avais tellement que j'arrivais plus à les retrouver. Donc ça c'est l'équivalent de livres de la série. Et il y en a 12. À l'époque, il y en avait 12 parce qu'il a écrit un livre depuis. Et puis il y a la série par-dessus. Mais ce travail en fait de lecture, j'avais lu Le Trône de Fer qui est sorti il y a 22 ans à peu près. 21 ans ou 22 ans. Le premier livre, avant que ça devienne la série qu'on connaît. J'avais lu le premier en me disant bon c'est bien quoi, c'est bien, mais puis j'ai pas continué quoi. À chaque fois il y a 1000 pages. Donc finalement j'ai eu ce boulot là à faire, donc j'ai lu tous les livres. Je les ai lus, ceux qui étaient sortis il y a 2 ans. Et donc j'ai fait des fiches comme ça, c'est-à-dire que je marque à chaque fois
chapitre temps, il se passe ça, le personnage est habillé comme ça, et ainsi de suite. Enfin, il y a des petites références pour pouvoir m'y retrouver. Souvent à côté, je mettais des petites vignettes, des petits carrés, vous voyez, des petits trucs vraiment, l'histoire de dire là, il y a peut-être une idée. Il fallait que je trouve 12 images pour un calendrier, donc des images qui n'avaient pas été faites. Alors là, c'est compliqué parce que les images de référence, ben, c'est le trône de fer. Par exemple, la représentation du trône, moi je ne l'ai pas faite parce qu'elle avait déjà été réalisée. Et donc j'en ai trouvé une vingtaine, ils en ont pris 8. Ils en ont refusé, enfin 8, dont 4 à réviser, puis 4 autres à trouver, je crois. Alors ça a été un peu compliqué. Et donc finalement, donc une fois que j'ai lu ce texte-là, bah, je leur fournis des... Voilà, pour les Américains, je leur fournissais des dessins comme ça. Avec, donc tout ça, ça a donné lieu à... Donc là, je les ai photocopiés et réduits. Et vous voyez, en gros, j'ai mis en rouge ceux qui étaient pris. Et donc, à partir de là, ben, je fais un crayonné définitif. Alors, j'ai pas pu les amener parce qu'ils sont très grands. Là, j'ai un exemple, par exemple, de photocopie. Il a été mis en couleur sur l'écran, mais à la base, il était gris. Voilà. Ce genre-là. C'est du dessin, quoi, c'est du crayon. Et puis, par la suite, bah, j'ai réalisé les peintures centrales en peinture réelle. Et les crayonnés se sont retrouvés sur les côtés avec colorisé numériquement. En fait, je voulais faire un mélange des deux. Vous pourrez le regarder si vous voulez. Donc voilà, ça c'est un genre de boulot assez contraignant. C'est là où je voulais en venir, c'est que il y a un peu de mon univers, entre guillemets, parce que c'est du fantastique, et les Américains avec qui je travaille assez régulièrement me donnent surtout des couvertures de fantasy, et je leur dis, mais mettez-moi un peu de steampunk, entre guillemets. Le steampunk, c'est ce qui traite, vous voyez, enfin, pour ceux qui ne savent pas trop quel est ce terme, ce qui traite du 19e revisité, voilà, à la Jules Verne, quoi, pour être simple. Et donc voilà, ça c'est un boulot contraignant qui m'a pris 6-7 mois non-stop. Ça veut dire que quand je prends un travail comme ça, je sais que je ne pourrais pas prendre autre chose, ou très peu. Après, je fais beaucoup de couvertures de fantasy pour les éditions Bragelonne, et là, je fais beaucoup de numérique maintenant, parce que ça va trop vite. J'ai à peine rendu une couverture qui m'en donne une autre, alors c'est très bien, mais ça ne permet pas vraiment de réfléchir. J'exécute en fait une demande. J'essaye quand même de trouver un truc original, mais j'ai souvent un petit résumé, j'ai même plus le temps de lire le livre là. Donc c'est bon, pour un métier d'illustrateur, je dis pas qu'on est assez payé pour lire le livre, mais enfin c'est quand même sympa d'avoir aussi un peu le temps de se plonger dans ce qu'on va faire. C'est ce qu'on aime au début de son métier en fait, ça. Ce qu'on perd un peu après, parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire et il faut aller vite. Donc avec ce constat-là, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, mais là, ça va trop vite, donc j'ai arrêté de jouer le numérique qui avait pris le pas sur tout. Moi, je m'y retrouvais plus au niveau de mes sensations non plus, au niveau du dessin, tout ça, ça allait trop vite. Le numérique, j'en faisais, et puis voilà, ça me plaisait qu'à moitié. Donc j'ai décidé de me remettre vraiment à la peinture et de faire ce genre de choses. Donc ce sont des grands formats à la base, hein, ça fait du 1m20 par 80. Justement, l'idée, c'était de m'ouvrir un peu l'esprit. Et de me faire plaisir et de mettre vraiment ce que j'avais envie de voir quoi, sur ces images-là. Et ne pas faire une illustration de texte, mais d'imaginer une image et pourquoi pas derrière mettre un texte dessus. Alors souvent j'ai une idée de ce que je représente, évidemment, j'ai une idée de titre, d'époque et de choses comme ça, mais je fais le travail inverse de l'illustrateur de livre là. Donc je me raconte une histoire et puis par la suite, j'en ai fait un livre. Avec Xavier Mauméjean, qui est un auteur pour lequel j'avais travaillé sur des couvertures et qui apprécie cet univers, voilà, qui est très talentueux. Donc voilà, c'était ma manière de... Donc là, effectivement, je dirais que c'est pas... c'est pas traditionnel, quoi. Donc là, c'était le crayonné qui avait été fait, effectivement, avant de faire la peinture. Vous voyez, c'est juste pour placer un petit peu les lignes de fuite. Je vais mettre sur pause. Les lignes de fuite de l'image. Ce que je peux faire, c'est peut-être faire tout défiler. Vous allez voir un peu l'ensemble. Après, vous allez un peu comprendre. Ça va peut-être venir. Là, on a une image de l'Opéra de Paris. Donc là, c'est pareil, c'est libre.
c'est un travail libre. Mais finalement, on retrouve un peu de steampunk, on retrouve du 1900, 1800 et quelques, 1850, quoi. Et aussi cet aspect un petit peu fantastique avec ces espèces de trucs qui volent. Là. Je trouvais qu'il y avait un petit côté un petit peu, peut-être pas wagnérien, mais un truc un petit peu, une ode à l'opéra, avec le fantôme de l'opéra, Eric, il s'appelle Eric, qui se trouve en haut, qui est un petit peu noyé dans l'architecture. Mais il se détache assez, mais en même temps, je voulais qu'il soit relativement absorbé un petit peu par le haut du dôme, parce qu'il fait partie de l'opéra, dans la culture littéraire. Voilà. Peut-être ça peut défiler avec les flèches. Alors, non, à mon avis, je ne vais pas prendre de risques. Là, on a une image qui traite du Grand Palais. Donc, pour réaliser cette image, en fait, on n'a pas autant de recul dans le Grand Palais. Il a fallu que j'imagine. Par contre, on n'est pas revenu. Alors, écoutez, je vais faire des. Comment on pourrait faire? Non, je pense que. Oui, pour le Grand Palais, on n'a pas beaucoup de recul. Il a fallu que je prenne des photos, puis que j'essaye de les mettre ensemble, et par la suite d'essayer de trouver une cohérence pour que la perspective soit relativement bonne. Donc c'était pas évident. J'ai pas de fisheye comme objectif ni rien, donc j'avais juste mon appareil comme ça. Et donc ça a donné lieu à un truc un peu déformé, mais et puis après il y a eu la question. Je voulais que cette architecture soit en résonance en fait avec quelque chose, et il se trouve que j'ai fait cette bestiole au milieu. Et alors quelques mois après, j'ai appris qu'il y avait un gars qui avait fait ça avec un espèce de serpent en métal dans l'enceinte du Grand Palais. Donc voilà quoi. Comme quoi les idées je pense qu'on est une génération où à un moment les idées se télescopent assez vite quoi. Il y a une marge de manœuvre qui est assez courte. J'ai l'impression qu'il y a des cycles en fait et de choses et les gens de ma génération, on a tous à peu près la même manière de penser, je pense. Donc on va retrouver les mêmes références. Des références cinématographiques qui sont les mêmes, littéraires peut-être un peu moins, mais musicales aussi. Donc tout ça fait que il faut essayer de sortir une image, et on est toujours derrière quelqu'un d'autre en fait, sans le vouloir, mais on l'est toujours. Je pense que c'est effectivement de la culture commune, quoi. C'est la culture commune, oui. Les grandes verrières. Enfin, après il y a aussi les illustrateurs. Il y a quand même des espèces de cycles qui se mettent en place, j'ai l'impression, et qui se répondent assez vite. Donc là, on a une image du Flatiron Building que j'ai transformé. Bon, là, on a une architecture assez stricte. Et en fait, j'ai voulu placer cette image-là, par exemple. En fait, si on regarde, vous ne le verrez pas, mais on voit pas, il n'y a pas là. Sur le côté, là, il y a une salle de cinéma. Et en fait, c'est la sortie du mystérieux Dr Fu Manchu. Donc c'est une référence à un copain qui s'appelle Philippe Boucher, qui est Manchu dans le réel. C'est un illustrateur de science-fiction. C'est le seul qui fait du art science en science-fiction. Donc je voulais il tire son nom de ça. En fait, j'ai choisi aussi ce film-là parce que, en fait, on est quelques jours avant la crise de 29 là. Donc je voulais en fait. Donc ça c'est la deuxième petite histoire. La première image, c'est la première idée qu'on a, c'est c'est beau, c'est une ville et tout ça, mais en fait ce qui m'intéressait, c'est que ce soit pas juste ça. C'est que derrière il y ait quelque chose que moi je sais, que les gens vont peut-être deviner à un moment s'ils regardent de près. Mais il y a cette deuxième chose qui est là, tout est beau. Enfin, c'est un peu strict, mais finalement il y a des couleurs, il y a des choses comme ça. Et on sait que quelques semaines après, ça va être une catastrophe, quoi. Donc voilà, il y a un peu ce genre de choses dans toutes les images. Mais ça, il y a le premier degré et il y a tout ce qu'il y a derrière. Et ça, j'ai besoin de ça aussi pour les créer. C'est-à-dire que c'est mon background d'idée qui est là quand je travaille. Et aussi dans le cadre d'une commande, c'est-à-dire que vous avez la commande directe avec un texte à illustrer et parfois c'est pas suffisant. Il faut en plus mettre une couche personnelle. Je mets toujours une couche personnelle, mais ça se voit pas forcément.
C'est-à-dire que de toute façon, alors évidemment, il y a des travaux qui sont... Alors, en fait, tout dépend du cadre. Le cadre, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez avoir une liberté totale. En fait, vous manquez de liberté quelque part, souvent. Quand vous avez une trop grande liberté, c'est-à-dire qu'on ne vous cadre pas assez, vous pouvez tout faire. Et donc, du coup, là, finalement, ce n'est pas un travail de commande, c'est un travail, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous avez un cadre un peu plus réduit, vous avez toujours de la liberté, mais à l'intérieur de ce cadre. Là, vous avez une liberté totale à l'intérieur. Donc, il y a plein de contraintes. J'en parlais un moment dans ce que j'avais préparé. Il m'est arrivé d'avoir des boulots très très contraignants et finalement de me dire mais comment je vais faire ça quoi. Déjà j'accepte le boulot, que je suis un peu dingue. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant? Et c'est souvent sur ces travaux-là en fait qu'on se défonce le plus quoi, pour avoir un résultat. C'est-à-dire qu'on donne tout ce qu'on a, on cherche des solutions et en fait en général c'est les boulots qui marchent le mieux quoi. Parce qu'on n'avait pas cette liberté, on a vraiment dû faire des choix. Et voilà. Et après rien n'empêche d'avoir toujours sa touche personnelle. Moi, mes univers, que ce soit la nature, la mer, que j'ai en Bretagne, j'ai beaucoup de lieux que j'aime, que j'ai transposés dans les images. Toujours. Ça, c'est ce qui me fait en tant qu'illustrateur. Quand on me demande quelque chose, il faut que je visualise tout de suite quelque chose. Enfin, souvent, la première des idées, elle est dans la tête, tout d'un coup on a un flash, boum, on se dit tiens, je vois ça, et puis après on essaie de le rendre tangible par un petit crayonné, et puis petit à petit par un crayonné plus poussé, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut aussi pas mal de références culturelles, avoir une imagination, pas que l'imagination, mais aussi une mémoire visuelle. Si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent je me dis je vais faire ça, j'imagine la forme que ça a, mais je ne sais pas si ça va coller complètement. Mais j'imagine, parce que je me dis ouais, ça doit être ça, donc j'y vais. Et en général, je reste même sur cette idée-là, après m'être renseigné des fois sur un élément qui me paraît, je trouve que mon idée était, justement, elle avait peut-être déformé un peu la réalité, mais elle était cohérente. Donc il faut, il faut essayer de se nourrir de tout ça, mais il faut surtout effectivement essayer de développer son univers, même quand c'est un travail de commande. Je pense que même un architecte, il faut qu'il développe aussi. Je parle même pas de style, là, je parle de parce que le style, ouais, il faut qu'il développe en fait sa propre architecture et qu'il petit à petit l'impose aux autres, quoi. Et je parle pas de style parce que le style, je pense qu'on n'en a pas. Les gens le reconnaissent comme tel, mais c'est aux gens de le reconnaître. Moi, je prétends pas avoir de style et les gens me disent ah ben on reconnaît, c'est du graphé. Moi, je dis bah oui. Moi, je m'en rends pas trop compte en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire et puis voilà. Ouais, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut. La question de la contrainte, évidemment, qui croise les questions qu'on a comme architecte et comme que ce soit praticien ou étudiant. Et ça, c'est sûrement. Voilà, les étudiants ont entendu ça de leurs enseignants architectes. Plus il y a de contraintes, plus c'est contraignant, certes, mais où il faut. C'est pas pour ça que le travail sera moins intéressant. Voilà. Après, la question de la contrainte aussi, c'est s'il n'y en a pas, c'est compliqué. Donc on se les fait. On place ses contraintes, on place ses règles du jeu, et puis on joue le jeu sainement avec ça. Voilà. Quand vous parliez là, la question de la documentation par rapport à une image, et celle qui est là dans notre dos, elle est sûrement, elle peut soutenir cette question. Voilà, jusqu'où vous allez dans la documentation pour faire une image? À quel moment vous estimez qu'il y a un degré de liberté qui est possible? En fait, la documentation, ça sert à poser les choses, surtout là, quand c'est quelque chose d'architectural qui est un peu structuré. Alors je vais prendre des éléments qui m'intéressent et je vais en exclure d'autres. Il y en a que je ne vais pas mettre, si ça ne va pas dans le sens de ce que je veux dire. Là, vous ne trouverez jamais la 5e avenue comme ça, c'est impossible. Donc, je voulais en fait que le Flatiron soit entouré par des immeubles encore plus grands. Et voilà, je voulais qu'il y ait cette ligne en haut, en diagonale, qui coupe le truc, enfin, voilà, qu'on ait encore une autre perspective derrière. Par contre, ce qui est important, c'est un moment de lâcher la doc.
parce que si vous la lâchez pas, vous allez vous contraindre jusqu'au bout. Et moi, mon métier d'illustrateur et de peintre, finalement, ma technique, c'est la peinture. Pour ça, je suis jamais autant dedans que quand j'ai lâché la documentation et là, je suis vraiment. Alors, tout est posé, mais je fais vraiment corps avec la peinture et je sais quand je pose une touche si elle est bonne ou pas. Et là, je le dis sans prétention, c'est vraiment quand le truc est bien posé, quand tout est bien en place, je sais quand telle couleur est trop forte, ou voilà, je le sens tout de suite. Mais c'est le meilleur moment, c'est ça, c'est quand on passe vraiment presque de l'illustration peinte à la peinture réelle. C'est-à-dire que là, on commence à effacer certains traits parce qu'on commence à traiter ça avec de la peinture un peu plus qui dissout un peu tout, quoi. Là, on se fait vraiment plaisir. Ouais, donc c'est un peu par rapport, nous, à notre travail, à la question de la référence qui aussi traverse j'allais dire tous les enseignements, mais oui, peut-être. À quel moment on s'accroche, elle est nécessaire, enfin la référence, voilà, s'appuyer sur une connaissance de la question traitée par d'autres. Et puis à un moment, il faut s'en détacher, mais c'est compliqué, mais c'est nécessaire, quoi. Parce que sinon on répète ou on plagie, quoi. Oui. Oui, ça doit pas être évident en fait. Moi, j'ai pas ce problème-là. Enfin, oui. Enfin, si en peinture, je peux très bien plagier. Effectivement, si jamais je plagie, je me retrouve. Donc, c'est un truc qu'il faut pas faire, quoi. Jamais. Il y a des illustrateurs qui l'ont fait. Hein. Puis un jour, ils se sont fait avoir, quoi. Après, en fait, ce qu'il faut essayer de faire naître, c'est une sorte d'émotion, au-delà de la contrainte et de la technique. La technique, elle est nécessaire au début. Et en fait, on est vraiment dedans. Si votre métier d'architecte ou d'illustrateur, c'est que de la technique, bah c'est froid, quoi. Il y a quelque chose qui passera pas. Je pense qu'au-delà de la technique, c'est arriver à transmettre quelque chose, personnel ou non, hein, mais je dis c'est plutôt personnel, et surtout une émotion, un premier ressenti. Souvent je sais pas, moi j'avais marqué un truc là. Et voilà, plus vous êtes honnête avec vous-même, hein, avec votre travail, c'est-à-dire que ça se fait avec les années, hein, mais au début on essaye quand même de l'être. Au début on copie beaucoup ce que vous disiez. On copie parce qu'il faut apprendre des autres. Donc on copie, sauf que quand on passe au travail lui-même et quand on devient un architecte, on ne peut plus copier, donc jusqu'à un certain point en tout cas. Donc l'idée aussi, c'est de se faire un nom finalement avec une personnalité et si possible être reconnu pour ça, quoi. Et ça, on peut l'avoir que si on est vraiment en phase avec soi-même. Et au début, c'est pas évident. Au début, on fait des trucs, on vous demande des sujets. Des fois, moi, je sais que j'ai traité de certaines couvertures. Je me dis, mais c'est pas moi, ça. Moi, je le fais parce qu'il faut bien bouffer, quoi. Donc on le fait, mais petit à petit on arrive à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et à imposer un peu sa propre vision des choses, quoi, en tant que créatif. Je pense que si on est honnête avec son boulot, on touche les gens. Si on l'est pas, voilà, il n'y a pas ça, quoi. Mais il vaut mieux quelqu'un, même pas doué mais honnête. Je pense que je dis ça aussi, hein, ça touchera toujours plus qu'un truc bluffant mais sans âme. Ouais, et l'émotion et l'honnêteté, elles sont reliées en fait. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors c'est des bien grands mots, émotion, honnêteté, machin. Bon, c'est vrai que, mais c'est plus en tant que créatif pour avoir un intérêt dans son travail, il faut être honnête avec soi-même. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez copier les autres, et puis vous n'allez pas vous y retrouver au bout d'un moment. Vous allez faire des trucs qui ne sont pas vous, et voilà. Donc, oui. Après, j'avais un peu développé tout ce qui était... Oui. Après, il y a tout ce qui est culture personnelle. Moi, j'avais fait un truc là-dessus qui est important, parce que... Vous voyez, là, on a une référence à Jules Verne.
voilà, c'est du fantastique et en même temps c'est un petit peu. Là, je dirais que c'est une image qui est relativement, qui peut être relativement vite réalisée parce qu'il n'y a pas cette contrainte de l'architecture. Il y a juste un entrelac de tentacules, là, mais il n'y a pas la contrainte de la ligne de fuite, de retendre les traits en permanence et tout ça. Donc voilà. Mais je disais la culture personnelle c'est important parce qu'en fait ça va vous suivre toute votre vie en fait. À l'adolescence surtout, moi j'ai été très sensible à ça, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, mais quand j'étais pensionnaire il n'y avait rien à faire, donc on allait dans les librairies, on regardait des films au cinéma. Quand j'allais dans les librairies je regardais les derniers albums sortis, donc tout ça ça m'a vraiment marqué. J'avais beaucoup moins de références que vous aujourd'hui. J'avais Bilal, qui est hyper connu maintenant. À l'époque, il avait fait 2-3 BD, quoi. Il y avait Moebius, il y avait Drouillet, Philippe Drouillet, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Il a fait l'affiche notamment du Long de la Rose, l'affiche de la Guerre du Feu. Enfin, voilà. Il avait travaillé sur la nouvelle version des Rois Maudits. Qui était sorti à la télé il y a une dizaine d'années, 10-15 ans. Donc tout ça, ça m'a nourri parce que je voyais vraiment des trucs qui me plaisaient. Je lisais à l'époque des trucs fantastiques. Je pense à Lovecraft que j'ai relu il n'y a pas longtemps, mais bon, Lovecraft c'est assez dur, mais on retrouve déjà l'idée d'architecture, de labyrinthe mental, de choses comme ça. Du Jules Verne évidemment. Je lis aujourd'hui du Tesson, parce que j'aime bien, mais ça va se retrouver aussi un petit peu dans mon boulot. Tout ce qui a un lien avec la nature, et ça je dis ça par rapport aux architectures, c'est carrément l'inverse en fait. Mais pour moi c'est deux choses qui se complètent, surtout aujourd'hui où les villes s'étendent de plus en plus sur la campagne. On va retrouver ça dans mon travail, ce côté, ce mélange des deux. Cette espèce de paradis perdu, mais qui va émerger dans des villes. Voilà, quoi. Qu'est-ce que je disais du Shelley, évidemment, du Jack London, tous les récits d'aventure, du Raspail aussi, j'aime bien. Là, vous connaissez peut-être pas, mais Jean Raspail, il a descendu les fleuves au Canada pendant les années 50. Enfin voilà. Donc, c'est les gars qui vivaient l'aventure vraiment, ils y allaient, quoi. Ce que je ne fais pas du tout. Et au cinéma, la même chose, des films comme Fitzcarraldo, les films d'Herzog, Aguirre ou La colère de Dieu. Et en fait, alors j'ai marqué tout ça parce qu'en fait, je l'ai analysé aujourd'hui, ça, parce que je le fais pas d'habitude. Mais toutes ces choses que j'aime, je les retrouve dans tous mes travaux actuels. Les Excalibur de Boorman. J'ai un de mes films de référence, c'est Délivrance de Boorman, qui est repassé il n'y a pas longtemps à la télé, mais c'est un film de référence. C'est pas ma génération, ça. C'est celle de juste avant moi. Et c'est un film qui m'a énormément marqué. Et il traite effectivement, Boorman, toujours de ce qu'on va perdre. Toujours de ce qu'on va perdre. La nature. Et là, c'est un lien direct avec l'écologie, si on le voit aujourd'hui, ce film. Et moi, dans mes images, j'y pense souvent, quoi. Donc voilà. Après des films comme Duel de Spielberg, le premier film, avec le camion qui poursuit la voiture. Il y a juste un camion, une bagnole et deux acteurs, et je trouve ça génial. Du Kubrick, évidemment. Pour Barry Lyndon, notamment. Et aussi pour la version qu'il a faite de Shining, parce qu'il y a effectivement ce labyrinthe mental qui se crée autour du personnage petit à petit. Voilà. Et tout ça, en fait, on va le retrouver dans mon livre. En gros, c'est toutes ces impressions-là que j'ai eues. Aujourd'hui, quand je revois ces films que j'ai vus souvent entre 15 et 20 ans, je retrouve la même chose, quoi. Je retrouve la même émotion. Alors évidemment, ils ont souvent mal vieilli, mais je retrouve cette émotion-là et de temps en temps, je me replonge dedans et je ne l'ai pas perdu, ça. Et je pense que c'est nécessaire, quand on est jeune, d'avoir des films, des livres de référence, des choses comme ça, que vous allez ressortir dans quelques années en disant « Ah ouais, c'était bien quand même ». Voilà. Je pense que c'est important aussi pour soi. Et ça va faire que vous serez un petit peu différent des autres.
aller chercher un peu plus loin, et ainsi de suite. Pardon. Après, quand on fait de la création, je pense qu'on est comme une éponge. On chope un peu tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous touche. Donc voilà, sur la radio, c'est pareil. Hein. Là, les émissions politiques, les choses comme ça, ça a un écho. L'écologie, la société. Je me souviens quand j'avais fini une image qui est sur la Statue de la Liberté, en fait. J'avais commencé l'image en me disant je vais faire la Statue de la Liberté qui est en construction. Et en fait, c'était pendant l'élection de Trump. Enfin, c'était pendant la campagne de Trump. Et du coup, je l'ai déconstruite, quoi. Donc voilà. Donc comme quoi, ça a une influence aussi sur ma je l'appelais rénovation, qui veut rénovation en fait, et enfin renaissance si on veut, parce que la liberté en prenait un sacré coup, je pense, même si c'est pas le seul pays qui en prend un coup. Je vais essayer de la. Et du coup voilà, pour moi elle avait ce sens-là à ce moment-là, voilà. Donc en fait ils sont en train de la démonter parce que elle vieillit très mal, quoi. Parmi toutes les références qui ont été citées, j'en ai une, je le vois sur votre papier, donc je débine, mais vous l'avez passé, et c'en est une qui me touche, c'est Blade Runner que j'ai vu. Oui, mais ça c'est ma génération aussi, notre génération. Blade Runner, la première version de Ridley Scott, qui avait fait Les Duellistes avant, qui était un super film, pareil, fait avec 3 fois rien, et avec une lumière naturelle un peu compliquée d'ailleurs, enfin voilà quoi, il faut voir ces films-là si on veut voir quelque chose d'intéressant avec un réalisateur, je dirais, qui n'est pas tiraillé par l'argent et par les producteurs, et puis des scénaristes qui sont souvent des très bons, qui font une histoire complète, qu'elle soit bonne ou moins bonne, au moins c'est une histoire qui se tient. Et donc voilà. Vous voyez moi j'ai pas vu la dernière saison du Trône de Fer, mais il paraît que voilà. Et pourquoi je pense que déjà il n'y a plus les bouquins derrière. C'est-à-dire qu'avant, quand vous lisez les livres, si un jour vous avez le courage de faire ça, il y a vraiment enfin c'est très construit, quoi. On s'y retrouve plus des fois tellement c'est construit. Et je pense qu'il y avait quelque chose de bien plus profond dans l'écriture, effectivement, que ce scénario où là, bon, on fait de l'action, il faut que ça, voilà. C'est peut-être pour ça que ça se termine pas si bien que ça. Je pense pas que Martin finira. Je sais que j'avais été en contact avec lui un moment pour avoir des précisions sur certaines images, mais il en avait déjà marre, quoi. Parce qu'il fait ça depuis 20 ans. Au début, il avait une liberté totale sur son travail, et maintenant, on n'arrête pas de l'embêter avec ça. Je pense que c'est un peu comme George Lucas avec Star Wars, quoi. Les gars, ils ont lancé un truc, ça les a dépassés, puis après, ils ont envie de faire autre chose, mais ils peuvent plus, quoi. Et puis, il est âgé, voilà. Donc peut-être qu'il écrira une fin, j'en sais rien. Un peu de suspense avec les images. Un petit crayonné, un des premiers crayonnés de la statue, c'était pas du tout ça. Voilà, vous voyez, ça ressemble. C'est un truc qui est. C'est un crayonné qui est grand comme ça, hein. C'est tout petit. Hein. Souvent, je fais ça dans le train, quand je suis pas à mon boulot, que j'ai l'esprit qui vagabonde un peu, je reviens de Paris, je suis fatigué, je fais un petit crayonné, comme ça, j'en ai quelques-uns là. C'est vraiment des choses qui sont presque informelles, mais ça me donne des pistes, et parfois je ressors mes carnets, et puis voilà, vous voyez là, il y a trois petites vignettes, avec juste des lignes de fuite, des choses comme ça. Et après, parfois je me remets le nez dedans, en me disant tiens, ça c'était pas mal, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Et puis c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Et le dessin d'observation, enfin, c'est toujours du crayonné d'imagination, ou il y a des
des choses qui tout d'un coup vous attrapent? Il y a les deux. Il y a des choses qui m'attrapent aussi. Là, je me promenais en venant chez vous. C'est vrai que je voyais tous les portails en fer forgé. Il y a des idées. Voilà quoi. En plus, c'est de l'art nouveau, c'est tout ce qu'on veut. Donc ça m'intéresse. Mais après, tout dépend aussi du centre d'intérêt de chacun. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à, je sais pas moi, un fronton, d'autres à autre chose. Voilà. Mais après, c'est un mélange des deux. Des fois, il peut y avoir un élément qui va être un élément central dans ma création, parce que je trouve qu'il est beau et je veux en faire quelque chose. Et à partir de ça, je tourne autour et je crée un univers différent. Il y a une image qui n'est pas dans ma sélection, c'est des armillaires. C'est juste des armillaires, quoi, des trucs qui tournent. Sauf que moi, je les ai posés dans la mer et au fond, on a une espèce de cité. Alors, on ne sait pas si ce sont des armillaires qui viennent de la cité, s'ils sont posés là, on ne sait pas ce que c'est. Mais du coup, je leur redonne une dimension différente, juste à partir d'un objet qui est assez connu finalement. Donc là, j'avais travaillé sur une couve, par exemple. Voilà, il y a un arbre. Le travail ce qui est important quand on travaille une couverture, moi je demande toujours le titre par exemple, parce que souvent on me dit il faudrait que tu fasses ça et ça, mais j'ai mis il s'appelle comment ce livre, parce que c'est important, je trouve, le titre d'un livre. Donc là il s'appelait Acacia. Donc alors l'histoire, c'est une histoire de frères et sœurs. J'ai illustré il y a longtemps, mais c'était une histoire de frères et sœurs, vraiment un roman de fantaisie, qui se retrouvaient, qui se combattaient un petit peu et tout ça, et il y avait Acacia, c'était un arbre qui se trouvait, voilà, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a toujours un arbre quelque part, ou dans le Trône de Fer aussi. Il y a toujours un arbre symbolique qui est là. Et donc, voilà, vous voyez une étape de crayonné comme ça. Après, j'ai posé du texte dessus, j'ai juste mis un titre pour faire un placement, en leur proposant de mettre le titre en bas, parce que j'avais cette grande masse de terre et de roches qui se trouve vers le bas, et donc je trouvais judicieux, entre guillemets, de mettre le titre en bas. L'éditeur a accepté, sachant que c'était pas évident, parce que les éditeurs souvent préfèrent les titres en haut, parce que si le livre a un prix littéraire où ils font un truc dessus, ils mettent un bandeau rouge, souvent ils se retrouvent en bas, donc il faut qu'ils réimpriment le titre. Enfin, là c'est une contrainte technique en fait, mais là ils ont accepté de le mettre en bas. Et donc voilà, après on a en troisième position, on a l'image peinte. Là c'était vraiment de la peinture, il n'y avait pas de numérique. Et puis à la fin, l'incrustation avec le texte, quoi. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu la manière de procéder. Donc le premier crayonné, là, il est relativement abouti. Je ne l'ai pas ici, mais je pense que j'avais dû faire un petit truc rapide dans un coin. Et je trouvais que ça suffisait. En fait, l'image se suffisait à elle-même. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. On devine qu'il y a une armée derrière qui est en... Voilà. Donc là, on a un crayonné. Voilà, ouais, c'est tout petit. Hein. Vraiment, ça doit faire la taille de mon... Donc celui-là est plus abouti, par exemple. Donc il est très central. Je ne sais plus comment j'ai procédé. Je pense que j'ai dû commencer par la ligne d'horizon, toujours. J'essaye de la fixer un peu à l'endroit où je veux. Je trouve que c'est important. Il y a aussi le choix du format quand on fait de la peinture, horizontal ou vertical. C'est toujours un dilemme parce que il y a des images qui peuvent fonctionner dans les deux. Alors il faut choisir si on la représente de manière verticale ou horizontale. L'horizontalité, c'est plus cinémascope, je dirais. On a plus sur un format cinéma et plus contemplatif. Et le vertical, on peut se permettre de faire des buildings très hauts, des choses comme ça. Il y a un côté peut-être un peu spirituel aussi, un peu plus, quand on regarde vers le haut. Je sais que je faisais beaucoup d'images dans la verticale au début, parce que c'était vraiment le propre de l'heroic fantasy. Quand on voyait les phrases état et tout ça, c'était très linéaire. Il y avait un monstre au fond, puis le héros de dos en face avec son épée, là. Et donc voilà. Donc il y a aussi le choix du format, de la manière dont on va représenter les choses. Est-ce qu'on laisse plus de champ sur les côtés ou en haut? C'est vrai qu'on revenait à Blade Runner, par exemple, les villes que je vais faire, j'essaie de me mettre pas au niveau du sol, mais en
en hauteur pour pouvoir voir un peu en dessous, un peu au-dessus. Pourquoi pas tailler, je dirais, dans une rue. Des fois, je peins une rue et je la vide. C'est-à-dire que comme on ferait en sculptant quelque chose, eh ben je remets de la transparence, quoi. En gros, je retire la peinture et je repeins comme si on voyait en dessous. Par exemple, ici, là, j'ai fait un espèce de... Là, on descend, là. On devine qu'il peut y avoir un escalier en dessous. Mais j'aurais très bien pu faire un truc ouvert en verre, et puis avec en dessous un autre truc qui vole et qu'on voit passer par-dessous. Donc c'est important aussi entre guillemets, d'ouvrir l'espace en le trouant, quoi, en se permettant de pouvoir avoir comme des aquariums, quoi, de voir à l'intérieur, quoi. Sachant qu'on est quand même sur des structures métalliques. À l'époque, il n'y avait pas le verre comme aujourd'hui. On ne pouvait pas se permettre de faire des structures. Les structures paraissent légères, mais elles sont très chargées en fait. Elles sont très épaisses. Mais voilà. Après, c'est un thème récurrent, c'est la promesse du voyage, des choses comme ça. On imagine qu'on peut partir sur ce truc et partir je sais pas où. Voilà. Là, on revient à cette idée aussi là de ponton et de départ. Donc on a fait le tour des illustrations, puisque c'était la première image. Oui. Et on arrive d'ailleurs on s'était calibré sur une 50aine de minutes qu'on a un peu débordé. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a des questions, des réactions ou des précisions dans la salle. Je les ai saoulés. Hein. Oui. Oui, ça arrive, oui. Ça se pose aussi, même aujourd'hui, hein, ça m'arrive. Hein, quand on passe des heures sur une toile, on en sort, et puis bon, est-ce qu'on... De toute façon, on évolue en 20 ans, hein, on n'est pas le même, on garde ses références, voilà, mais on évolue quand même. Donc, je ne suis pas le même à 20 ans qu'à aujourd'hui 50, quoi. Il y a des choses que je préfère à d'autres, c'est vrai que... on évolue quand même. Après, il y a la remise en question qui est permanente. Aujourd'hui encore, et c'est même aujourd'hui que c'est le plus... Il ne faut pas s'endormir là-dessus. Enfin, je veux dire, là, il y a des belles images, il y a tout ça, je suis content, le livre est là. Là, il faut rebondir. Le bouquin est sorti il y a un mois, par exemple. Je ne fais pas la promo du livre, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Bah, depuis, je sais quand j'ai fait cette exposition avec toutes ces peintures-là, ça m'a pris 3 ans pour faire l'expo. Quand elle a été terminée, j'ai eu du mal à repartir, quoi. Et pourtant, les sujets m'intéressaient toujours, hein, mais j'ai eu du mal à me remettre dedans. Pas par fainéantisme, mais je voulais vraiment trouver le bon moment pour avoir quelque chose à dire, quoi. Si c'est pour refaire des images qui se ressemblent, ça m'intéresse pas. Donc l'usure, oui, il y a des moments j'en ai marre. Je vais faire du bricolage dans la maison, je préfère ça, à la limite. En fait, il faut vraiment que cette envie soit là. Il m'arrive des fois de commencer une toile, d'être vraiment dedans. J'ai fait le crayonné, j'attaque la peinture, je me dis chouette, j'y vais. Il y a un coup de fil, il y a un truc à faire à côté, il y a 2 heures devant moi qui n'était pas prévu, je fais autre chose. Et ça me fout en l'air toute ma préparation mentale, entre guillemets, pour attaquer cette image. Et je suis plus dedans, quoi. Donc j'attends que ça revienne. C'est à ce point-là. Hein. Mais les remises en question, oui, quand même. Parce que justement, même à la limite, les gens vous disent ah, c'est bien ce que tu fais, mais voilà. Justement, c'est là où il faut être vigilant. Parce qu'on peut s'endormir sur ses lauriers et puis se dire bon, bah, c'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir encore envie de le faire. Comme tous les métiers d'ailleurs. Hein. Je veux dire, l'intérêt, il est là. Quand on n'a plus envie, c'est qu'il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Faut trouver un point de vue différent. Faut peut-être partir en voyage 15 jours avant de... Voilà, enfin, je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser la question
de savoir quelle était la différence entre votre travail et la bande dessinée et quelle était la tentation ou les possibilités de rencontre qui vous feraient passer le pas J'ai eu plusieurs et propositions. mettre des phylactères sur vos images. J'ai eu plusieurs propositions, mais en fait, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout faire. Et ce qui me fait peur avec la BD, c'est qu'on signe quand même normalement pour 3 albums minimum, quoi, voire 5. Et je suis pas sûr d'avoir envie de développer une histoire avec le même personnage sur 5 albums. Je suis pas sûr de ça. Dans mon parcours d'illustrateur, j'ai illustré pas mal de trucs très différents parce que ces sujets m'intéressaient. J'avais illustré donc les Chevaliers de la Table Ronde à une époque parce que le mythe arthurien m'intéresse. Le mythe arthurien, bon, la mythologie arthurienne. J'ai illustré l'anneau des Nibelungen, c'était une référence quand même un petit peu finalement au Seigneur des Anneaux, mais la version d'origine. J'ai illustré La Compagnie Noire, qui est une série de fantasy, une grosse série de fantasy. Voilà, je suis passé d'univers. En fait, j'ai des cercles d'amis dans chaque univers. J'ai fait le Jules Verne, effectivement, le 20 milieux. À l'époque, je travaillais aussi beaucoup pour le festival Jules Verne Aventure à Paris. Je faisais leurs affiches parce que voilà, ils m'avaient repéré avec le 20 milieux sous les mers. Donc, je pense la BD, on m'a proposé, mais si je me mets à faire de la BD aujourd'hui, j'arrête la peinture. Je peux pas faire les deux. Donc, c'est pas que je peux pas, j'aurais pas le temps en fait. Donc je pense que voilà, c'est une question. Moi, je suis plus. J'ai des souvenirs petits d'avoir vu une expo de Turner, par exemple, au Petit Palais ou au Grand Palais, enfin derrière le Grand Palais. J'avais 10 ans et ça m'a complètement estomaqué, quoi. Et je pense que j'aime me plonger dans une image et l'étudier comme ça, me faire transporter dans une image. La BD m'émeut pas, quoi. Ou alors peut-être du roman graphique, quelque chose d'un petit peu différent, qui soit pas la BD franco-belge, quoi. Mais je préfère m'immerger dans une image. Ça m'interpelle plus. Un tableau, je peux rester des heures devant, quoi. Il y aura toujours quelque chose à voir, à imaginer, prendre un petit bout, regarder comment il est fait. Enfin. Donc la différence, c'est vraiment le travail sur la page, Oui, en fait, je choisis un moment, je choisis un instant. Quand je fais une image, je choisis l'instant. Et c'était pareil, c'était le même travail sur les couvertures. Quand on représente alors on peut faire des couvertures symboliques avec un élément qui ressort, bon, mais on peut faire aussi des couvertures figuratives. Et il faut choisir l'instant qu'on montre pour suggérer ce qu'il y avait juste avant cet instant et ce qu'il peut y avoir après. Ça m'est arrivé de me poser la question si j'allais, le gars il tire avec une arbalète sur un espèce de truc qui lui arrive dessus, est-ce que je fais partir la flèche ou est-ce que je la laisse dans l'arbalète? Parce que si je la fais partir direction de la bête, il va peut-être la tuer, quoi. Alors que s'il n'a pas encore tiré, peut-être qu'il va lui tomber dessus. Enfin voilà. C'est pareil pour une image comme ça. On choisit le moment. Là, par exemple, le truc là, on ne sait pas s'il se pose ou s'il décolle, quoi. Il est vraiment entre les deux. Il n'est pas tout à fait sur le ponton. Donc ça lui donne un peu de dynamique déjà. Après, je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme image un peu différente. Mais c'est la différence de la BD où là, on peut étendre la sauce, quoi. Ouais, là, c'est un départ de navire. J'avais imaginé que c'était un navire d'exploration, par exemple. Mais la bande dessinée, on se côtoie. C'est un milieu. Alors, je connais pas mal d'auteurs de BD, mais il y a peu d'illustrateurs qui font de la BD. Il y en a peu. Enfin, en proportion, il y en a peu. Et d'ailleurs, à une époque, je faisais même des couvertures pour des gars qui faisaient de la BD, quoi. Ils faisaient pas leur couverture. C'est un truc que je comprends pas d'ailleurs, parce que quand on fait les 98% du boulot et qu'on laisse le dernier truc qui va être vu par tout le monde à quelqu'un d'autre, c'est un peu bizarre, mais bon. Parce qu'ils considéraient que, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de BD au trait, ancré et puis coloré derrière, colorisé, ce qu'on veut en numérique peut-être. Mais souvent, il fallait une couverture comme une illustration, quoi, comme une peinture. Et ça, l'illustrateur de BD ne savait pas forcément peindre ça. Maintenant, bon, le numérique a pris le dessus, quoi. Mais après, vous pouvez être quelqu'un comme Druillet qui fait de l'illustration, de la BD. Il a tout fait, quoi, de l'affiche, du cinéma.
Du coup, tout à l'heure, vous parliez de la façon dont vous construisiez une image, de toute l'histoire, le background qu'il y avait derrière. Et d'une certaine manière, ça m'a fait écho à de la construction de personnages, comme si en fait votre image était un personnage. Oui, oui, ça peut, oui. Et du coup, je me demandais comment, si vous définissiez à l'avance l'ambiance et tout ça, mais en fait, comment vous le faisiez pour le définir, si ça venait un peu, vous preniez des notes, si c'était dans les croquis que ça se reflétait. Ça m'arrive, oui. Oui. Bah là, par exemple, on a un crayonné, il y a quelques petites, bon là, ça se voit pas, mais il y a des petites annotations, ça m'arrive. Ça dépend de son humeur aussi. C'est-à-dire que même si on veut tout maîtriser, si un jour il fait pas beau, que vous êtes tout seul chez vous et qu'il fait vraiment moche, bon, c'est sûr que soit vous prenez l'option de faire quelque chose de très coloré, et là, bon, faut vraiment, ouais, faut être assez fort, je pense. Ou alors vous profitez de ça pour faire un truc dans les tons de, voilà. Après, j'admire moi les illustrateurs, et il y en a qui sont qui sont relativement hermétiques à tout ce qui les entoure, et qui font leur truc comme ça. Mais pour moi, en tant que peintre, je pense que c'est pas la meilleure solution. C'est-à-dire qu'il faut se laisser, alors il faut pas se laisser bouffer par ça non plus. Il faut pas se laisser, parce que c'est vrai que l'émotion, bon, faut pas se laisser complètement envahir, mais faut maîtriser quoi. Mais il faut se servir de ça pour exprimer. Voilà, son sentiment. Mais un titre peut me faire réagir, une phrase peut me faire venir une image en tête, juste comme ça. C'est pas, voilà, il n'y a pas besoin d'un grand truc avec description et tout ça. Un ciel après l'orage, par exemple, moi, je vois des trucs dans les nuages. J'ai plein de photos de ciel à la maison, dont je me sers quand je fais des images numériques, notamment. Je regarde souvent en l'air, quoi. En ville. Pour revenir à l'architecture, je vois plus ça comme un grand labyrinthe, justement peut-être dû aux références à la Blade Runner ou des choses comme ça, mais je vois, ne vivant pas en ville et ayant vécu à Paris à une époque, mais bon, pour moi c'est loin, je vois les gens, ils regardent pas en l'air, ils regardent pas du tout. Ils regardent le trottoir et puis, ou alors leur téléphone, bon. Mais ils regardent plus. Et je vois ça comme une construction humaine qui... voilà. Donc je pense qu'il y a du boulot même au niveau architectural parce qu'il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas rester sur les vieux classiques anciens, haussmanniens et tout ce qu'on veut pour Paris. Mais j'ai pas eu l'occasion, moi, de voir ce que vous faisiez d'ailleurs. J'aurais voulu voir un peu les créations de chacun pour voir quelle était la tendance actuelle. Est-ce que c'est plus du végétal? Est-ce qu'on a des animaux marins, des méduses, des trucs comme ça? Je pense qu'on a peut-être un lien avec l'animal aussi, le végétal, qui sont plus importants aujourd'hui, comme il y a eu dans les années 30 aussi, mais là c'était purement décoratif. Je pense qu'aujourd'hui il est vraiment dans la construction elle-même. Merci. Je voudrais juste ajouter une petite question technique. Vous parliez de passage au numérique. Oui. Comment vous faites les étapes que vous prenez pour passer d'un petit croquis vite fait, comme vous disiez, à passage au numérique quand c'est nécessaire? Alors je scanne mon croquis. Je pourrais ne pas le scanner, l'avoir dans les yeux, et puis directement en numérique le refaire. Mais je trouve, dans le crayonné, il y a une... alors j'ai une tablette graphique, j'ai une Cintiq 21, tout le monde connaît, enfin oui, on est dessus. On travaille sur l'écran directement avec un petit stylet, quoi. Mais il y a cette énergie que je vais perdre. Alors il faut que je la retrouve différemment. Et les outils numériques, c'est pas les mêmes. On gratte du plastique. Moi, quand je suis sur ma feuille de papier, en fonction de l'usure de mon crayon, par exemple, si mon crayon est très fin, je vais pouvoir faire des choses fines. Par contre, dès qu'il va commencer à s'user, je ne vais pas le tailler systématiquement, je vais continuer et puis je vais en profiter en fonction de ce qu'il me rend comme résultat pour faire certaines choses, enfin, passer d'un endroit à l'autre, et ainsi de suite. Donc du coup, je scanne ça et après je le retravaille en numérique, en couleur dessus, mais voilà quoi. Mais c'est une première approche de toute façon. C'est vraiment une approche aussi, même je prépare certaines images peintes avec du numérique. J'intègre mes ciels, mais après ça reste une image relativement froide. Et je la réinterprète derrière une deuxième fois avec la peinture, quoi. Voilà.
faut considérer ça comme un outil, même si c'est assez bluffant et on peut faire plein de trucs avec ça. Mais bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions. Le travail des étudiants, vous pourrez en voir un peu à Épinal, puisque vous y allez demain, et en particulier la BMI, la Bibliothèque municipale intercommunale, je crois que c'est ça, ça s'appelle BMI, où il y a toute une exposition de travaux qu'ont fait des étudiants de 4e année, je crois l'année dernière, qui s'appelle Les voyages d'Italo, c'est ça et qui était, c'est Éric Touvenot qui fait ça, et justement sur l'imaginaire, faire fabriquer des maquettes et ensuite dessiner ces maquettes. Et donc vous pourrez voir ça. Alors c'est pas un travail de projet, c'est pas un enseignement de projet, mais c'est quand même, je pense, assez représentatif de l'imaginaire aujourd'hui de nos étudiants. Voilà. J'espère, moi, en ayant fait ça, que vous retrouviez des choses qui vous interrogent en fait dans votre métier ou dans votre vie d'étudiant actuelle, qu'il y ait des choses qui résonnent un petit peu. Après, vous les comprendrez. Enfin, peut-être que, je pense qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas tout de suite. Par contre, peut-être dans l'avenir, vous y repenserez un peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans les métiers artistiques en fait. Un jour, j'avais entendu un musicien parler de son métier, mais j'aurais pu dire la même chose, quoi. Il a juste un langage un petit peu différent, un tout petit peu différent de manière, au niveau technique, mais c'est pareil. Voilà. Je pense que vous allez retrouver ça aussi. Évidemment, je me doute bien que les contraintes sont relativement fortes, mais il faut qu'un jour quelqu'un voit une architecture que vous avez créée en disant ça c'est un tel. Ça c'est le but, ça. C'est de pouvoir dire tiens ça c'est lui qui a fait ça, parce qu'on reconnaît cette courbe là, ça c'est typique de ce qu'il fait. Il y a eu beaucoup de croisements effectivement possibles avec notre domaine et nos préoccupations. Merci pour cette conférence. C'est moi, merci. Merci à vous pour votre attention. Et puis, donc Didier Graffet prend le train pour aller à Épinal, où demain quelques bonnes séances de dédicaces. Donc, vous pouvez le retrouver demain à Épinal, ou même après-demain. Je suis là-bas jusqu'à dimanche. Là. Ils m'ont mis une chaîne au pied et je bouge plus. Donc voilà. Pour la petite histoire, quand Didier Graffet m'a dit qu'il venait à Épinal pour la sortie d'un livre, j'ai dit c'est très bien, on pourra peut-être en vendre un peu à l'école et vous ferez des dédicaces. Il m'a dit non, ça va pas être possible si j'ai mon train à 8h20, parce que une dédicace c'est un dessin. Et je fais à peu près un quart d'heure par dédicace. Donc, n'hésitez pas à essayer de retrouver Didier à Épinal ces jours-ci, si vous voulez le voir à l'œuvre et puis vous dédicacer un livre. Alors peut-être. Je ne suis pas venu pour la promo du livre, je précise. Là, c'est vraiment. Mais bon, je trouvais ça sympa. Profitez aussi, peut-être là, on va clôturer, mais il y a quelques images, quelques crayonnés qu'on vous a montrés de loin, donc vous pouvez vous rapprocher pour les regarder, et puis voilà, profitez un peu de Didier Graffet encore une vingtaine de minutes avant qu'il parte. En tout cas, merci beaucoup, et à bientôt. Merci.